Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 et bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Ce soir, nous sommes en pleine lecture des Déracinés de Maurice Barrès. Il est né en 1862, il est mort en 1923. C'est un écrivain et un homme politique français qui fut une figure de proue du nationalisme français. Alors, le premier axe de sa pensée est le culte du moi. Alors Barrès affirmait dans ses essais, dans ses nombreux essais, dans ses nombreux ouvrages, que notre premier devoir est de défendre notre moi contre les barbares, c'est-à-dire contre tous ceux qui risquent de l'affaiblir dans l'épanouissement de sa propre sensibilité. Et le second axe de sa pensée, qu'on est en train de découvrir plus ou moins à travers ce roman que nous sommes en train de lire, Les Déracinés, est en fait résumé par l'expression « la terre et les morts » qu'approfondissent les 3 volumes donc du roman de l'énergie nationale, Les Déracinés étant le premier chapitre de cette trilogie. C'est un roman qui est paru en 1897. Puis après, le second roman, L'appel aux soldats, est paru en 1900. Et Leur figure est paru en 1902. Et donc, tous ces romans témoignent de l'évolution de Maurice Barrès, de l'évolution de sa pensée vers le nationalisme républicain, vers le traditionnalisme, l'attachement aux racines, à la famille, à l'armée et à la terre natale. Et on ressent cette essence déjà à travers les premières pages de la lecture des Déracinés. Et cet auteur, qui est aussi donc un homme politique, est resté l'un des maîtres à penser de la droite nationaliste durant l'entre-deux-guerres. Voilà, les quelques petites anecdotes à savoir sur cet ouvrage et sur cet auteur que nous sommes en train de découvrir dans Voyage au bout de la nuit. Si vous souhaitez réagir sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire en utilisant le hashtag VBN, voilà, sur Facebook, Twitter, Instagram. Et puis voilà, je pense que vous savez tout. On reprend notre lecture. Nous étions à la page 32 de l'ouvrage, en haut de page. Voilà, toujours le premier chapitre intitulé « Le lycée ». Qu'est-ce que c'était déjà ? Le lycée à Nancy, il me semble. Le lycée de Nancy, oui, toujours. Voilà, bon, bonne lecture les amis. En suivant les bancs, M. Bouteiller avait rencontré les boursiers Renondin, Mouchefrein. Il sentit probablement à prophétiser l'avenir de cela, des difficultés. Entre les études universitaires et les emplois rémunérateurs, il y a un fossé qu'un pauvre est à peu près impuissant à franchir. Il différa de traiter leur cas jusqu'à ce qu'il eût fini avec les autres. Et regagnant sa chaire. « Messieurs, en est-il parmi vous que j'ai méconnu ? Je les prie de m'excuser. Ils ne doivent pas en souffrir, mais considérez que seul vaut le jugement de notre conscience. Mes dernières paroles, je vais les offrir à ceux de vos camarades qui, moins favorisés par leur naissance, sont redevables de leur institution à l'initiative de la société. Elle n'a fait qu'obéir à la justice. L'héritage amassé par l'humanité pensante n'est point le privilège de la fortune. Sur ce fonds social, chacun possède un droit égal et complet. Mais la situation de ceux qui en profitent leur commande un dévouement particulier à la République. Messieurs Renondin et Mouchefrein, ne soyez pas effrayés par la vie. Rien n'est interdit à l'honnêteté et à la persévérance. Je me glorifie, si modeste que soit mon rôle, d'avoir été appelé à le tenir après avoir été moi-même un boursier. Ce m'est une raison pour m'intéresser spécialement à vous deux. Ne pouvant pas serrer la main de tous vos camarades, c'est à vous, messieurs, que je veux donner dans ce dernier et pénible moment une cordiale poignée de main. Vit-il une déception ? Comprit-il qu'il leur apparaissait comme le vainqueur du monde et leur offrait peu ? Agitant son chapeau et serrant sa serviette sous le bras, toute la classe debout, il fit à ses enfants une chaude allocution sur sa confiance,
qu'il se conduirait toujours en serviteur de l'État et en brave Français. Ah oui, c'était bien des Français, ces adolescents excitables. Il suffit de les voir avec leurs doigts tachés d'encre, leurs humbles vêtements de travail, leur menton à poils mal soignés, tout ému, électrisé par l'éloquence aimée et par la grande autorité du jeune maître. « Vive la France, vive la République !» crie-t-il d'une voix unanime. La France, la République. Ah, comme il crie. Il ne sert de rien qu'on prêche l'État, la France, la République. C'est du verbalisme administratif. Mais précisément, un bon administrateur cherche à attacher l'animal au rocher qui lui convient. Il lui propose d'abord une raison suffisante de demeurer dans sa tradition et dans son milieu. Il le met ensuite, s'il a lieu, dans une telle situation qu'il ait plaisir à s'agréger dans un groupe et que son intérêt propre se soumette à la collectivité. On élève les jeunes Français comme s'ils devaient un jour se passer de la patrie. On craint qu'elle leur soit indispensable. Tout jeune, on brise leur attache locale. Monsieur Bouteiller n'a pas su dire à ses élèves: prenez votre rang dans les séries nationales. Quelques-uns d'entre vous, pour être plus sûrs de leur direction, ne veulent-ils pas mettre leurs pas dans leurs pas de leur mort? Vous, sur le fort et galant de Saint-Flin, faites attention que le Barrois décline. Bar a cessé d'être une capitale, mais il vous appartient d'en faire une cité où vous jouerez un noble rôle. Avez-vous remarqué, Mouchefrin, comment l'initiative d'un seul homme, M. Laurin, a transformé en magnifique bassin minier la région de Longueuil? Romerspacher. Pardon, excusez-moi, je bug à chaque fois sur la prononciation de ce nom de famille. Romerspacher. On dit que les salines de la Seuille sont en décadence. Le Barrois, le pays de la Seuille, la région de Longueuil, les Vosges donnent à la Lorraine des caractères particuliers qu'il ne faut pas craindre d'exagérer, loin que cette province se doive effacer. Mais l'université méprise ou ignore les réalités les plus aisément tangibles. Ces élèves grandis dans une clôture monacale et dans une vision décharnée des faits officiels et de quelques grands hommes à l'usage du baccalauréat, ne comprennent guère que la race de leur pays existe et que la terre de leur pays est une réalité et que, plus excitant, plus réel encore que la terre ou la race, l'esprit de chaque petite patrie est pour ses fils instrument d'éducation et de vie. Avec un grand effort, Bouteiller a hésité à se passionner de préférence pour les formes de la pensée française. On saurait bien découvrir chez nous quelques éléments des bonnes choses qu'on loue dans le caractère des autres peuples et qui chez eux sont mêlés de poison pour notre tempérament. On met le désordre de notre pays par des importations de vérités exotiques. Et quand il n'y a pour nous de vérité utile que tirée de notre fond, on va jusqu'à inciter des jeunes gens, par des voies détournées, à sourire de la frivolité française. Non point qu'on leur dise « souriez », mais on les accoutume à ne considérer le type français que dans ses expressions médiocres, dont ils se détournent. Bouteiller, quand il passait en revue et classifiait les systèmes, ne se plaçait pas au point de vue français, mais chaque fois au milieu du système qu'il commentait. Aussi fit-il de ses élèves des citoyens de l'humanité, des affranchis, des initiés de la raison pure. C'est un état dont quelques hommes par siècle sont dignes. Goethe fut cela, mais auparavant, il s'était très solidement installé allemand. Quel point d'appui dans leur race Bouteiller leur a-t-il donné? En vérité, l'affirmation puérile que la France est une glorieuse vaincue ne suffira pas à maintenir un sentiment national auquel on enlève ses assises terriennes et géniales.
Cet excitateur qui prétendait pour le plus grand bien de l'État effacer les caractères individuels, quitte Nancy ayant créé des individus dont il fait seul le centre et le lien. Ces lycéens frémissants dans sa main, on peut les comparer à ces ballons captifs de couleurs éclatantes et variées que le marchand par un fil léger retient, mais qui aspirent à s'envoler, à s'élever, à se disperser, sans but. Dans la récréation qui suivit cette dernière classe, Sturel, Suret-le-Fort qui copie les attitudes de Bouteiller, Racado, Mouchefrein, Saint-Flin, Le Futé, Renondin, Romer Spacher, pardon, excusez-moi, décidément je n'y arrive pas. Romer Spacher, le sage, délaissèrent leurs compagnons habituels, formèrent un groupe très animé et que leurs codisciples se montraient avec envie ou admiration. Plus spécialement doués pour le bien et pour le mal social, sans que nous puissions préciser si cette valeur procède du sang ou de la condition, ces enfants passent de la tête leurs contemporains et deviendront des capitaines, tandis que le surplus, marqué par le régime du lycée, se confondra dans la vaste vie qui sait faire des galets avec les quartz les plus durs. Ces 7 jeunes gens notables, c'est-à-dire chez qui les impressions peuvent prendre une forme individuelle et les idées développées dans leurs conséquences, ayant été distingués et préférés ensemble, se sentent par là réunis. Chaque jour, désormais, jusqu'à la fin de l'année, sitôt les rangs rompus, ils se retrouvèrent, entre eux et une association. De tels groupements sont fréquents. Les sociétés annonciatrices de Macbeth dansent, pour les jeunes gens imaginatifs, sous les préaux de tous les lycées. C'est au collège Bourbon que Taine fit la connaissance de Prévost Paradol, avec qui il développa sa vie morale, de Planat, le futur Marcellin de la vie parisienne, qui lui donna des lueurs sur le monde des artistes et sur la vie élégante, de Cornelis, de Hite, passionné de la langue et de la littérature anglaise et qui l'introduisit chez Monsieur Guizot. C'est à l'école normale qu'il forma société avec Abou, Starcé, Libert, Susco, Albert, Merlet, ordinaire. Balzac a inventé 13 hommes qui, vers 1828, auraient juré de se soutenir dans toute occasion et dans la puissance occulte braver avec succès l'ordre social. Cette imagination de romancier n'est pas absurde. La société tout entière doit appartenir à des gens distingués qui, à leur esprit naturel, à leur lumière acquise, à leur fortune, joignent un fanatisme assez chaud pour fondre en un seul jet différentes forces. Balzac, pour nous passionner plus sûrement, suppose qu'une de ces ententes fut volontaire. Le plus souvent, elles naissent sans paroles échangées, d'un intérêt commun. On vit les amis de Victor Hugo, vers 1830, se lier par un pacte de ce genre sur son génie. Les partisans du prince-président, par un pacte sur son nom retentissant, les familiers de Gambetta, par un pacte sur un grand sentiment populaire. Que rêvent-ils, ces Laurenci, ces jeunes gens de toute classe, grossiers et délicats mêlés? Monsieur Bouteiller est venu. L'ami de Gambetta, démocrate délégué par ceux qui se proposent d'organiser la démocratie. Il leur a prêché l'amour de l'humanité, puis de la collectivité nationale. L'individu, disait-il, je tourne la page, péniblement, difficilement, mais je la tourne. Donc, Monsieur Bouteiller disait à ces jeunes gens, l'individu, c'est plus correct, disait-il, vaut dans la mesure où il se sacrifie à la communauté. Tel était son accent que leurs yeux se remplissaient de larmes. Mais c'est de voir un tel héros qu'il s'émouvait. Conséquence imprévue, trop certaine pourtant. Il voulait asservir ses volontés, ses intelligences à l'État. Son contact fut plus fort
est plus déterminant que ses paroles. Bouteiller a déposé en ces jeunes recrues des impressions qui contredisent sa doctrine, en même temps qu'elle oblige leur intelligence et leur volonté. « Comme il est beau !» pensait-il. « Et qu'il fait bon aimer un maître ! Oh, si nous pouvions l'égaler ! À Paris et tout jeune, par son mérite, il est digne de commander à la France. » Son image seule, sa domination de César les a groupés et spontanément les forme à sa ressemblance, ces jeunes Césarions. Déliés du sol de toute société, de leur famille, d'où sentiraient-ils la convenance d'agir pour l'intérêt général? Ils ne valent que pour être des grands hommes, comme le maître dont l'admiration est leur seul sentiment social. Après que, sous le titre de devoir, il leur a révélé les ambitions, aucun de ces jeunes gens ne veut plus demeurer sur sa terre natale. Et c'est presque avec un égal dédain qu'ils accueillent ces invitations à choisir un milieu corporatif. Quoi d'assez beau, d'assez neuf pour leur imagination? Leur métier ne sera qu'un gagne-pain subi maussadement. Ils veulent être des individus. Rien de plus fort que le vent du matin qui s'engouffre au manteau de nomade, du nomade. Je vais vous relire la petite phrase parce que j'ai quand même écorché quelques mots. Rien de plus fort que le vent du matin qui s'engouffre au manteau du nomade. Quand, sa tente pliée, il fuit dans le désert. Quitter les lieux où l'on a vécu, aimé, souffert. Recommencer une vie nouvelle. Parfois c'est délivrance. Mais ceci, dès le seuil de la vie, appelle tous les inconnus. Leur désir est pour le pays qu'ils ignorent, pour la société qui leur est fermée, pour le métier le plus étranger à la maison paternelle. Ces trop jeunes destructeurs de soi-même aspirent à se délivrer de leur vraie nature, à se déraciner. À la fin de ce mois de mai 1880, Monsieur Paul Bouteiller, part pour Paris, n'ayant été d'ailleurs, bien que nous paraissions lui en faire porter la responsabilité, qu'un instrument de transmission. Des forces allaient marcher par le monde, auxquelles il avait donné l'impulsion sans parvenir à les aiguiller. Dans le même moment, les fanfourneaux quittaient, exaspérés, Nancy, s'acheminant eux aussi vers la capitale pour frapper vainement aux portes des grandes maisons de l'Empire. Chapitre 2, dans leur famille. Le reste de l'année fut absorbé par la niaise préparation des examens, où ces jeunes gens réussirent. Bacheliers, ils quittèrent définitivement le lycée pour rentrer dans leur famille. C'était la liberté, mais non un bonheur de leur goût. Autour d'eux, pourtant, il y avait l'été, puis l'automne, si beau dans ces pays de l'Est. Mais Galland de Saint-Flin, excepté, il ne sentait pas la nature. Ah pardon, excusez-moi, je me suis trompée dans la lecture au niveau de la ponctuation. Il y avait des petites virgules que j'ai sautées. Autour d'eux, pourtant, il y avait l'été, puis l'automne, si beau dans ces pays de l'Est. Mais, Galland de Saint-Flin excepté, ils ne sentaient pas la nature, ne savaient pas l'utiliser. En leur fermant l'horizon pendant une dizaine d'années, on les avait contraints de ne rien voir qu'en eux. Si cette éducation leur a supprimé la conscience nationale, c'est-à-dire le sentiment qu'il y a un passé de leur canton natal et le goût de se rattacher à ce passé le plus proche, elle a développé en eux l'énergie. Elle l'a poussée tout en cérébralité et sans leur donner le sens des réalités, mais enfin, elle l'a multipliée. De toute cette énergie multipliée, ces provinciaux crient « à Paris ». Paris, oh Paris, le rendez-vous des hommes, le rond-point de l'humanité. C'est la patrie de leurs âmes, le lieu marqué pour qu'ils accomplissent leur destinée. N'empêche qu'ils sont tout petits, qu'ils sont des petits garçons de leur village. Et ce caractère dissimulé longtemps sous l'uniforme en drap du lycée
et aujourd'hui sous l'uniforme d'âme que leur a fait Bouteiller, pourrait bien réapparaître à mesure que la vie usera ce vêtement superficiel. Romer-Spacher, Sturel, Suré-le-Fort, Saint-Flin, Racadeau, Mouchefrein et Renondin, marqués par un philosophe kantien et gambétiste, sont des éléments significatifs de la France contemporaine. Mais plus secrètement, ils valent aussi au regard de l'historien, comme les produits de milieux historiques, géographiques et domestiques. Ils ont trouvé dans leur foyer une idée maîtresse qu'ils prisent moins haut que les idées reçues de l'État au lycée, mais qui tout de même est chevillée encore plus fortement dans leur âme. Maurice Romer-Spacher, qui fut avec Suré-le-Fort le meilleur élève de M. Bouteiller, est né à Noménie, en Meurthe-et-Moselle, où son aïeul était percepteur du roi avant la Révolution, et dès l'époque où la Lorraine devint française. C'est un esprit et un corps robustes, un gai camarade avec des cheveux roux. Il a de frappant l'ampleur de son front. Certains fronts vastes ne témoignent que d'une hydropésie de la tête. Le sien est harmonieux et plein, puissant dans tout son développement. Ce beau signe d'intelligence, des dents admirables et de larges épaules font de ce jeune Lorrain un bon et honnête garçon qui sera digne, je le jugerai, de son magnifique grand-père. Celui-là, avec ses 70 ans, c'est un type. Les Alliés, en 1815, que suivaient des bandes de loups, et puis l'invasion de 1870, fournissent les thèmes de ses plus grandes histoires. Il compte bien parce que dans ces récits, on suit le mouvement d'une âme de la frontière. Quand il s'écrie « La patrie est en danger !» ou bien que, pour caractériser un homme, il prononce « C'était un vrai guerrier !» ou encore que pour marquer un instant tragique, il déclare « J'ai cru que j'allais cracher le sang !» Alors il se lève et malgré son grand âge, il tourne rapidement autour de la table de famille en tirant ses cheveux blancs, ses cheveux blancs à pleine main, mais le tout d'une fugue si sincère qu'on voudrait courir à lui, saisir ses mains et le remercier en disant « Vieillard trop rare, nul aujourd'hui ne participe d'un cœur si chaud aux souffrances et aux gloires de la collectivité. » C'est un enthousiaste, mais un Lorrain. Et qui plus est, un homme de la Seuille. C'est-à-dire qu'entre tous les Lorrains, il possède un merveilleux sens des réalités. Il a pour axiome favori « Quand on monte dans une barque, il faut savoir où se trouve le poisson. » Oui, c'est un type, un dépôt des générations. Il qualifie d'après des souvenirs certains, les nobles de l'Ancien Régime, qu'il a vu revenir après 1815. Ce n'était pas qu'ils fussent débauchés. De la débauche, il n'y en avait même moins qu'aujourd'hui. Mais ils étaient trop fiers. Un jour, quand il avait 8 ans, on l'a invité à dîner chez les Aubereaux du pays. Et au dessert, on a mangé du melon avec du sucre, qui, sous Louis XVIII, était cher. Alors, j'ai perdu... Excusez-moi, j'ai perdu la ligne. Ok. Donc voilà, on l'a invité à manger du melon avec du sucre. Alors, la demoiselle lui a dit, en lui frottant familièrement la tête, « Hé, petit, chez toi, tu manges le melon avec du sel ?» Matin, pensa le grand-père de Romer-Spacher. « Je crois qu'elle se moque de moi. Elle m'a touché l'oreille. » Et laissant son assiette, il se sauvait chez lui, refusé pour jamais de retourner au château. Aujourd'hui, parce qu'il critique les dépenses du gouvernement, on le croit conservateur, mais sans qu'il le sache, c'est plutôt un radical. On jugera d'après ce trait, au temps du 16 mai, faisant partie du jury, il eut à se prononcer sur le cas d'un journaliste poursuivi pour insulte au maréchal de MacMahon. Monsieur Romer-Spacher blâmait ses injures, parce que le maréchal a été un brave soldat,
Mais voici que le procureur, dans son réquisitoire, soutint cette thèse que le gouvernement, quel qu'il soit, doit être respecté par cela seul qui est l'autorité. Or, le vieillard, qui sur son banc déjà s'agitait dans la salle des délibérations, éclata. L'homme possède une conscience. L'homme peut et doit juger le gouvernement. Il voulut qu'on fît venir le président et lui déclara « Ce journaliste ne vaut pas cher, mais nous l'acquérons contre le procureur et pour protester qu'il y a avant tout notre conscience. » Voilà, je vous propose de faire une petite pause dans notre lecture des Déracinés de Maurice Barrès. Hop, je vais corner la petite page, comme ça je pourrai, enfin en tout cas j'espère, retrouver notre passage, le passage où nous nous sommes arrêtés plus facilement. Voilà, je vous souhaite une très belle nuit si vous devez aller vous coucher, une bonne journée si vous commencez votre journée. Et moi je vous dis à plus tard, ouais, dans quelques minutes. Salut.